Bonjour Alexis Corbière. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur LCI ce matin. D'abord, si vous voulez bien, une petite réaction à cette information qui est révélée ce matin par nos confrères de France Info. Le gouvernement s'apprêterait, par le biais d'une circulaire, à reconnaître les enfants nés à l'étranger de GPA. Pour résumer, la filiation serait automatique et pour les couples hétérosexuels et pour les couples homosexuels. D'abord, est-ce que vous approuveriez, si c'était confirmé, cette décision du gouvernement, qui est un peu surprise? Alors, avouez que l'exercice est difficile pour moi, parce que depuis hier soir, s'ouvre à l'Assemblée nationale un débat sur une loi bioéthique qui ne parle pas de GPA, qui aborde la question de la PMA. Et je trouve un peu curieux qu'au moment où commence ce débat qui va entraîner des discussions, nous on a des amendements, vous savez que d'autres groupes en présentent beaucoup, ça va être un débat, on se retrouve percuté avec une annonce qui n'est pas tout à fait sur le même sujet, mais qui quand même, je croise ce débat sur la loi bioéthique. En plus, sous cette forme, si je dis, vous me demandez de réagir à quelque chose sur lequel c'est difficile. Moi, sur le fond, nous, on n'est pas favorable. On rappelle qu'on est là dans une hypothèse qui n'est pas encore confirmée par le gouvernement. On va attendre dans les heures qui viennent. Mais si je me suis permis cette introduction, c'est parce qu'attention, peut-être à un espèce de leurre de communication pour créer un autre débat sur le débat. Parce que certains reprochent aussi que ce texte soit un peu timide sur certains sujets. Vous voyez ce que je veux dire? Pour lancer des lièvres sur d'autres sujets et qu'au bout d'un moment, le thème de la loi bioéthique qui est actuellement discuté ne soit pas discuté tel que ce que contient la loi. Je me trompe peut-être, mais c'est un peu curieux que sur un sujet aussi sensible, ce soit sur une annonce comme ça, dans lequel, évidemment, pour que j'ai une opinion, il faudrait regarder dans le détail de cette circulaire. Moi, avec mes amis, on a les plus grandes réserves, pour ne pas dire on n'est pas favorable à la GPA, car nous ne voulons pas la marchandisation des corps. Maintenant, on a un autre sujet, c'est que parfois, il arrive que certaines familles, des enfants sont nés dans le cadre de ces GPA à l'étranger. Moi, je suis favorable à ce que chaque enfant ait droit à une filiation. Donc, ça donne déjà un cadre de réflexion. Et après, on a un autre sujet qui est ouvert aujourd'hui par cette loi bioéthique sur la PMA, dans lequel il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas en opposition, mais aussi j'ai un autre problème, c'est qu'il est quand même proposé, on a parlé de GPA, là cette fois-ci je parle de PMA, cette loi propose qu'éventuellement pour les enfants nés dans le cadre d'une PMA, notamment pour des couples homosexuels, ce soit marqué sur leur état civil. Ouais. Moi, à titre personnel, je ne suis pas favorable à ça. Je ne veux pas caricaturer le débat, j'en comprends certains aspects. Je ne suis pas favorable, car je suis favorable à l'égalité pour tous les enfants, quelles que soient les conditions dans lesquelles ils sont nés et le type de... C'est un débat un peu... vis-à-vis de l'état civil. C'est-à-dire que ce n'est pas marqué sur votre état civil que vous êtes né dans le cadre d'une PMA. On peut quand même l'entendre. C'est quand même un peu singulier. On rappelle que pour les couples aujourd'hui qui ont recours à la PMA, les hétérosexuels, effectivement, ça n'est pas inscrit sur le carnet de naissance. Et il s'agirait pour sécuriser juridiquement les femmes lesbiennes qui ont un enfant par PMA, de l'inscrire sur le carnet de naissance. C'est assez technique, mais c'est un sujet, effectivement. Vous dites non. Si c'est pas inscrit pour les hétéros, ça doit pas l'être. Voilà, je suis favorable à ce que égalité des droits et pas de situation, il n'y a pas d'état civil différent selon les conditions dans lesquelles vous êtes né. C'est quelque chose. Ça me semble être un principe, mais on va en discuter, c'est technique, c'est des questions extrêmement sensibles. Par ailleurs, je me mets à la place beaucoup de familles qui suivent ça avec beaucoup d'attention parce que ça les concerne très directement, soit par rapport à un projet d'enfant qu'ils ont, soit même à un enfant. Donc c'est des sujets, j'ai envie de dire, tranquilles, c'est très important, dans lequel il peut arriver même que dans des grandes familles politiques, on peut avoir des différentes approches. Franchement, c'est des sujets philosophiques, de fond. Et enfin, bon, voilà. Mais alors, vous, sur votre GPA, philosophiquement, si j'ai bien compris, vous êtes comme Jean-Luc Mélenchon, vous êtes contre la GPA, qui se pratique effectivement à l'étranger, des tas de couples, enfin, un certain nombre de couples français y ont recours à l'étranger. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hypocrisie à l'extérieur? Oui, il y a un petit problème. Mais donc ce problème, vous le réglez comment? Sinon, en accordant la filiation aux enfants nés à l'étranger de GPA? Pour l'instant, on en est là. Deuxièmement, moi, je suis favorable parce qu'il y a des facilités pour des mesures d'adoption aussi en France. On pourrait discuter de ça. Mais admettez que moi, je veux bien pousser la discussion. Le problème de la GPA, c'est que je l'ai dit tout à l'heure, la possibilité d'un développement d'une marchandisation des corps. Je ne connais pas de femmes très riches. Il ne peut pas y avoir de GPA éthique avec un encadrement, écoutez, à ce stade, du recours aux femmes. À ce stade, je ne suis pas convaincu là-dessus. Voilà. Vous n'êtes pas convaincu? Je dis, je suis favorable à ce qu'il y ait une réflexion, si on le veut. Mais je sais très bien que dans notre société, les pays dans lesquels on va avoir, où les femmes vont être disponibles pour faire ça, elles vont souvent le faire pour sortir de leurs conditions difficiles socialement. Donc je ne souhaite pas à ce que les couples
les plus favorisés des pays les plus favorisés se tournent vers des femmes qui font ça pour des raisons matérielles. Alors on peut peut-être encadrer ça, mais je préfère dire qu'à ce stade, je n'y suis pas favorable. Vous êtes un peu décalé, en fait, par rapport à un certain courant de gauche qui est pour une libéralisation assez totale de ces questions et qui estime que, effectivement, la GPA, il faut y réfléchir. Oui, mais vous savez peut-être que ce courant sur d'autres sujets est lui très décalé aujourd'hui, celui qui dit qu'il faut tout libéraliser, tout marchandiser. Moi, je ne suis pas pour tout marchandiser. Voilà, je pense qu'il y a des choses fondamentales qui ne doivent pas être marchandisées. Et je ne crois pas être décalé par rapport à l'opinion générale. Après, je le répète, c'est la raison pour laquelle, vous savez, c'est des sujets un peu délicats. Ça touche tellement, pour avoir rencontré différents couples concernés, qui ont des projets, des choses sensibles, qu'il faut discuter très sérieusement aussi. Et il y a des principes généraux, mais après, on peut regarder comment on peut arriver à d'autres solutions. Bah oui, dernière question, en tout cas, sur le timing. Ouais. On avait dit que le gouvernement voulait être très prudent sur les discussions autour de la PMA, pour toutes. Si cette question de la GPA, effectivement, comme vous dites, vient percuter, ça n'est pas dans le sens d'un apaisement du débat. Voilà, on en revient au point de départ. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une petite manœuvre politique qui consiste à dire on va réveiller des clivages dans la société, où certains veulent peut-être faire manifester des gens qui sont tellement caricaturaux parfois qu'ils font un peu repoussoir. Vous comprenez ce que je veux dire? On avait vu ça, c'était la stratégie d'Hollande durant le mariage pour tous. Je pense qu'on a beaucoup étalé les débats pendant le mariage pour tous. Moi, j'étais favorable au mariage pour tous. Et en pensant, il y avait une astuce politique de la part de M. Hollande à l'époque, de dire que, en gros, la droite la plus réactionnaire va manifester, je vais rassembler mon camp. Bon, tout ça, c'est pas bon. Sur des sujets comme ça... C'est confirmé à l'instant par le président du groupe, par le président du parti, Stanislas Guerini, président du parti La République En Marche. C'est confirmé, la circulaire, elle existe et elle va sortir. Voilà. C'est curieux comme façon de faire, d'ailleurs. Mais enfin, bon, passons. Allez. C'est curieux comme façon de faire. Oui, je veux dire, ça montre à quel point ils ont une forme... C'est des sujets qui auraient pu occasionner un petit débat parlementaire, par exemple. Manifestement, ils n'en ont rien à ficher. Donc c'est un passage en force ? Mais je ne connais pas, une fois de plus. Bah oui, c'est la moindre des choses. Pas moi en tant que tel, mais la représentation nationale. Sur des sujets sensibles comme ça, moi, je pense qu'il y a eu un caractère de manœuvre, d'astuce politique de leur part. Mais, pardon, je préfère, si vous voulez, réinvitez-moi un autre de mes amis pour qu'on discute sur le contenu de la circulaire. Admettez que c'est un exercice difficile sur un sujet sensible de faire réagir un invité sur un texte qu'il ne connaît pas sur la base. J'ai vu que l'un de vos concurrents, M. Guérini, était là. Il faudrait réagir en même temps à ce qu'on vient de dire M. Guérini. Non, mais c'est une confirmation qu'on attendait. J'entends bien, mais j'ai bien compris. Je me doute que vous avez entamé le débat, non pas sur une humeur, mais sur quelque chose qui semble être dans l'air. On va le voir. Mais que tout le monde comprenne bien, c'est quand même un peu singulier qu'au même moment où il y a la loi bioéthique qui s'engage, qui va occasionner certains débats, le gouvernement semble vouloir faire une circulaire pour un peu réveiller une autre controverse. Et j'ai peur que les deux controverses ou les deux débats se percutent et à la fin, les Français ne comprennent plus de ce dont on est en train de parler. Nous verrons. 12 mesures pour sauver les urgences ont été présentées hier par Agnès Buzyn, Alexis Corbière, avec un chèque à la clé. Joli chèque, 750 millions d'euros. Est-ce que le gouvernement a pris la mesure de la crise des urgences? Non, car 750 millions d'euros sur 3 ans, ça fait 250 millions d'euros par an. Et c'est sensiblement une part un peu du budget de réserve qu'elle avait déjà à sa disposition et qu'elle avait déjà débloqué l'année dernière. Ça peut sembler des sommes évidemment extrêmement importantes pour le commun de chacun d'entre nous. Mais je rappelle que le budget global santé, c'est 80 milliards et que la situation est extrêmement dégradée, que si les personnels de santé, notamment dans près de 230 ou 240 urgences, sont en grève, c'est parce qu'il n'y a pas assez de lits, c'est parce que les conditions de rémunération et aucunement ce budget... mesures, tout est acheté dans ces mesures. Et c'est pas ce que je dis, c'est que vous regardez... Alors, si on les regarde, là encore, on est dans la communication. Vous commencez la discussion en disant c'est un gros chèque. Non, ce n'est pas un gros chèque. Non, ce n'est pas un effort budgétaire conséquent. Non, ça n'est pas un effort budgétaire conséquent. Madame Buzyn, dans sa circulaire, là, dans les documents de rentrée, la partie économie de son budget, elle économise 960 millions. D'accord, pour les hôpitaux. On a pris oui, il y a une dégradation, soyons concrets. Ce que veulent savoir les Français, c'est est-ce que ça va s'améliorer dans les urgences? Est-ce qu'il y aura plus de lits? Est-ce que les conditions d'accueil seront améliorées? Non. Non, ce n'est pas vrai. Et je prends les paris que sans doute, mais ils feront ce qu'ils voudront, parce que évidemment, c'est eux qui sont mobilisés, que l'Assemblée générale, de ceux qui connaissent vraiment les choses, pas ceux qui sont abusés par des tours de passe-passe de Madame la Ministre. Par ailleurs, ils ont eu bien raison de se mobiliser. Quand bien même il y aurait une avancée un petit peu financière, c'est grâce à la mobilisation des personnels. Donc que de temps perdu. Il faut continuer la mobilisation. Ce que je dis, c'est que les professionnels de santé valident ou non ce que je suis en train de dire. Est-ce que vraiment eux, qui sont sur le terrain, est-ce qu'ils considèrent que cette somme est à la hauteur de ce qui est attendu? Beaucoup disent que par ailleurs, ce n'est pas qu'une question d'argent, Alexis Corbière, vous le savez bien, c'est une question d'organisation. Et par exemple, la mise en place d'un service 24/24, 7 jours sur 7, pour
enregistrer la demande de soins et orienter permettra de désengorger les urgences. Un de vos évités... Vous prenez ou pas? Mais s'il n'y a pas de moyens, ça désengorgera 340 millions sur la seule mise en place de ce service-là. D'accord. Un de vos invités précédents, avant notre entretien, disait ça existe déjà, ça s'appelle le SAMU. Un numéro où il faut appeler pour dire voilà, ma grand-mère, c'est bien de faire un malaise, mon mari, mon épouse, etc. D'accord? La question, c'est que vous pouvez faire toutes les plateformes. Et en l'occurrence, ce SAS dont vous parlez, il n'y a pas de numéro, il n'y a pas de moyen, on n'en sait rien. D'accord? Pour vous dire... Place à la concertation, c'est ce que dit la ministre. Oui, comme par hasard. D'accord, très bien. Donc ça ne va en rien... Elle gagne du temps? Mais actuellement, pourquoi on en est là? C'est qu'il y a eu une dégradation de notre système de santé. Une dégradation, des fermetures de lits, des fermetures d'hôpitaux. Tout le monde, moi encore l'autre jour, ma fille a des problèmes de santé. Quand vous allez dans une urgence d'un hôpital public, mais vous passez extrêmement longtemps à attendre pour des questions... on dit c'est pas qu'une question de moyens, soit parce qu'on a des médecins merveilleux, des personnels de santé qui donnent de leur temps et qui ne sont pas uniquement en train de dire augmenter les salaires, mais qui quand même signalent que leurs conditions de travail sont tellement dégradées que ça bloque tout. Avec le nombre de burn-out extrêmement important dans le métier, vraiment des suicides, on a observé. Agnès Buzyn sera notre invitée demain sur ce plateau. Qu'est-ce que vous lui dites? Qu'est-ce que vous lui dites sur ce sujet? De donner des moyens réels, d'entendre combien de postes vraiment de personnel sont ouverts, combien de lits sont ouverts. Écoutez, nous on a fait ce chiffre. Sur les 22 milliards, je change à peine de sujet du CICE, vous savez, cette somme chaque année de baisse d'impôts pour les entreprises qui profitent souvent aux grands groupes. 22 milliards, on aurait pu créer, bien sûr c'est mécanique que je veux dire, 100 000 personnels de santé. 100 000 personnels de santé supplémentaires. Est-ce que c'est vraiment une question de personnel? Vous dites oui. Oh, écoutez, non, évidemment non. Voilà, il y a trop de personnel. Mais ça l'est toujours. Mais la désorganisation, elle vient du fait que les personnels aussi sont trop peu nombreux. C'est trop facile de dire c'est pas une question de moyens. C'est jamais qu'une question de moyens. Bien sûr, il faut une organisation. Bien sûr, il y a une utilisation dans certains coins où il n'y a plus de médecine générale, de l'hôpital. On peut discuter de tout ça. Donc vous dites à la ministre, le compte n'y est pas. Moi, ce que je dis d'abord, c'est au personnel de santé, gloire à ceux qui se sont mobilisés. Vous avez bien raison, vous êtes l'honneur du service public. Non, réunissez-vous et décidez en fonction de ce qui vous semble juste, de ce qu'il faut faire. Le sentiment que j'en ai, après avoir un peu consulté hier soir et ce matin quelques amis là-dedans, c'est que le compte n'y est pas. Mais une fois de plus, moi, je veux dire, je ne suis pas en grève et je ne me substitue pas à la parole de ceux qui sont en grève, car c'est eux qui prennent les risques, c'est eux qui sont courageux et c'est eux qui en plus savent bien mieux que nous ce qu'il y a à faire. Donc j'aurais totalement confiance à l'Assemblée générale des personnels mobilisés. On verra cet après-midi et en effet la ministre en tirera les conclusions demain matin sur ce plateau. Jean-Luc Mélenchon est rentré de sa tournée en Amérique du Sud. Oui, il fera tout à l'heure la rentrée parlementaire avec vous, puisque c'est aujourd'hui que vous retrouvez les bancs de l'Assemblée. À 15h. À 15h. Nous sommes le 10 septembre, dans 9 jours précisément, Alexis Corbière, Jean-Luc Mélenchon et 4 autres membres élus ou élus de la France Insoumise comparaîtront. En tout cas, vous avez un rendez-vous judiciaire. Vous avez Dont votre serviteur. Vous avez reçu votre convocation? Non. Non? Non. Bon, normalement, vous y serez. D'accord. Alors, on peut commencer par là. Déjà, c'est quand même singulier, par exemple, puisque vous connaissez cet aspect-là, que c'est la presse qui m'apprend ce genre de choses. Moi, je ne souhaite pas, j'ai jamais dit... Parce que vous dites, j'ai pas reçu ma convocation. Oui, c'est quand même, il y a aucun... Ça se passe pas comme ça, normalement. Je ne prétends pas que nous ayons plus de droits que les autres, mais pas moins. C'est pas un hebdomadaire, c'était l'Express en l'occurrence, qui m'apprend le jour où je suis convoqué. Comme on dit dans le jargon juridique, je n'ai pas été touché par une convocation. Il a fallu qu'au bout d'un moment, après un mois et demi, j'ai demandé à mon avocat de prendre attache avec la juridiction adaptée pour savoir ce qui se passait. Et lui a reçu la convocation dite d'avocat. C'est un détail. Et je suis favorable, moi, à ce que le 19 et 20 septembre, ce procès ait lieu. Nous ne repousserons pas les choses, d'accord? Pour que, assez rapidement, les choses soient mises en place. Je n'utilise pas non plus... Parce que pour les personnes qui n'auraient pas tout le calendrier judiciaire en tête, Alexis Corbière, pour rébellion, provocation et acte d'intimidation contre l'autorité judiciaire, c'est la suite directe de cette perquisition houleuse qui avait eu lieu... dans le cadre, par ailleurs, d'un autre sujet, celui des assistants parlementaires, qui n'est pas là, au centre de cette convocation. On n'est pas sur le fond. Vous maintenez que c'est un procès politique? Mais évidemment qu'il y a une dimension politique, tout le monde l'a compris. Est-ce que c'est un procès politique? Il y a une dimension politique, oui. Il y a un procès, il y a un acharnement contre nous qui est politique. Par exemple, et la manière dont les choses ont été faites, si on a 2 minutes encore pour en parler, c'est absolument scandaleux. Le compte-rendu, y compris la manière dont certaines images ont été utilisées. Pour quelles raisons autant de moyens ont été débloqués? Plus de 110 policiers pour perquisitionner une quinzaine de personnes. Le domicile personnel d'un président de groupe, ça n'est jamais arrivé. Vous pensez que c'est par hasard que c'est un président de groupe d'opposition, un candidat qui a fait un score significatif à l'élection présidentielle? D'où vient le point de départ de tout ça? De la dénonciation mensongère d'une députée ex-Front National qui dit qu'il y a 16 députés européens qui auraient utilisé leur assistant parlementaire. Il n'y en a qu'un là-dessus
qui a son domicile personnel. Non, je peux terminer le raisonnement. Pourquoi c'est uniquement Mélenchon et pas les 15 autres que cherche le pouvoir? Il n'y a aucun problème du fait qu'il faudrait... Dites-le, formulez-le, il cherche quoi? Il cherche sans doute à nous salir. À nous éclabousser, bien sûr. Par exemple, les images qui ont beaucoup, parfois surpris les Français, de Jean-Luc Mélenchon qui ne peut pas rentrer dans son local. Est-ce que vous trouvez normal? Non, mais par exemple, qu'il ne pouvait pas rentrer dans son local. Est-ce que pour quelle raison on lui a interdit l'accès du local? Pour quelle raison on lui a interdit l'accès du local? C'est ce que vous plaiderez. Non, mais j'aimerais votre question. Est-ce que c'est normal? Non, c'est pas à moi de répondre aux questions. Non, mais d'accord. Parce que les gens ont l'impression que c'est normal qu'ils puissent pas rentrer. Mais moi, j'étais rentré précédemment. Pourquoi on m'a laissé rentrer moi et quand c'est Jean-Luc Mélenchon, on le laisse pas rentrer? Alors, Jean-Luc Mélenchon tout ça est important. Une tribune collective ce week-end dans le journal du dimanche avec du beau monde, le président Lula, le président Correa, enfin les ex, l'Équateur, le secrétaire général de Podemos, Iglesias, dans laquelle ils mettent en garde d'une façon générale l'instrumentalisation politique de la justice. Et voilà ce que répondait hier sur France Inter Nicole Belloubet à cette tribune qu'elle avait lue, elle est garde des Sceaux. Ah, on n'a pas le son de Nicole Belloubet, pardon. Alors, c'est dommage. C'est dommage parce qu'elle dénonçait un amalgame scandaleux et elle s'étonnait que dans cette tribune, Jean-Luc Mélenchon et les autres mettent sur le même plan la justice russe et la justice cambodgienne, puisqu'il était censément traité de la même façon, par exemple, qu'un opposant à Poutine. Bon, elle a dit amalgame scandaleux. Oui, bien sûr. Elle a dit aussi quelque chose qui est assez singulier. Elle dit en France, la justice est indépendante. Alors je vais dire à Madame Belloubet, non, madame, le procureur n'est pas indépendant. Il n'est pas indépendant. Et précisément, non, il n'est pas indépendant. Il y a un juge d'instruction, il est indépendant. Vous avez la présomption d'innocence. Vous avez les droits de vous défendre. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec certains autres systèmes judiciaires? Ne glissez pas sur une autre discussion. Madame Belloubet a dit en France, et même la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, qui montre du doigt la France, parce que nous avons un problème avec nos procureurs qui sont directement nommés et qui sont en lien direct, hiérarchique avec la ministre. Parce que hier, elle a menti. Et nous, dans cette histoire, c'est pas un juge d'instruction. Oui, parce qu'elle a dit la justice est indépendante. Eh bien, j'informe à travers vous, Madame Belloubet, que nous nous sommes convoqués au tribunal le 19 et 20 septembre, non pas par un juge d'instruction, qui lui est indépendant, mais par un procureur. C'est assez singulier dans des affaires politiques qui méritent quand même un petit peu de doigté, que c'est directement quelqu'un qui est sous l'autorité de la ministre qui nous traîne devant un tribunal pour des choses graves. Moi, je suis convoqué... Vous êtes traité d'une façon particulière, singulière. Vous dites que le droit n'est pas respecté dans Madame cette Martichoux, je vous l'ai dit tout à l'heure, trouvez-vous normal que quand une députée Front National, qui est une adversaire de Jean-Luc Mélenchon, fait une lettre de dénonciation qui mentionne 16 députés européens, il y en a un seul qui a son domicile perquisitionné, c'est Mélenchon. Il n'y a aucune dimension politique là-dedans, mais qui croit à ça? Non mais attendez, qui nous regarde pense qu'il n'y a pas eu une volonté d'acharnement. Par exemple, le fait que sur tous les gens... La justice fait son travail, je le disais. Mais faire son travail... Vous avez les moyens de vous défendre. Vous serez condamné forcément? Moi, je suis amené au tribunal, d'accord, intimidation, ça peut être 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros. Ça ne me fait pas rire, Madame Martichoux. Ça ne m'amuse pas. D'accord, c'est grave, c'est très grave qu'un homme comme moi, qui suis respectueux de la loi, je suis convoqué pour intimidation. Vous imaginez ce que ça veut dire? Et on va s'en expliquer. 10 ans d'emprisonnement. 10 ans d'emprisonnement, 150 000 euros d'amende. Il y a dans cette affaire, et les Français en ont été témoins d'une certaine façon à travers les images. Les images, elles sont coupées. Je vais dire un dernier mot là-dessus, pardon. Et après, on arrête. Non, parce que les images, c'est celles, notamment, de l'émission quotidienne de M. Barthès. Elles sont coupées, les images. Moi, par exemple, on me voit crier après un policier, on me voit pas tout le temps avant. Veut, là, le quotidien. Mais non, à tel point, je termine. Mais je donne des arguments pour que les Français comprennent. Parce qu'évidemment, si vous sectionnez les images, notamment au moment où on m'a vu dire à un policier arrêtez d'être violent, mais qu'on voit tout avant, les violences qui ont lieu, le moment où calmement je dis à ce policier pas de violence. Dernière question, c'est une manière de focaliser et là c'est politique. Mais on verra ça le 19 et 20 septembre. Vous avez payé un peu cher quand même dans les européennes le fait que ces images aient donné vous voyez bien, donc c'est politique. Vous me donnez le point. Jean-Luc Mélenchon, d'homme colérique, etc. Est-ce que là il fallait vraiment remettre la lumière? Est-ce qu'il ne fallait pas faire profil bas à quelques jours de ce procès, plutôt que de redonner l'occasion de parler de ces... J'espère complémenter. Moi, je préférais ne pas passer un procès. C'est quoi le sujet? Je veux dire, pour un homme comme moi, c'est une humiliation, la manière dont on nous traite. C'est une humiliation de sectionner des images, de montrer Jean-Luc Mélenchon que en colère, qui subit une injustice, de me montrer moi. Et vous l'avez dit, c'est politique, vous m'avez donné le point. Tout ça a eu des conséquences politiques dans les urnes. Si, c'est que dans cette affaire, c'est de la politique.
C'est pourquoi c'est un procès politique et que nous avons raison de dire que la pente n'est peut-être pas la même, et la même si elle est plus ou moins aiguë dans d'autres pays. Ça donne le ton de ce qui se passera en correctionnel le 19 septembre, Pascal. Merci à vous d'avoir été sur ce plateau. Bonne journée. Il est 8h50.